Et on continue la conversation. C'est KJP qui y revient, la notion de valeur. Pas celle que t'attends qu'on te donne, celle que t'as du mal à nommer toi-même. Dans cet épisode, on parle d'un piège que personne ne dit clairement. T'es tellement à l'aise dans ce que tu fais que t'en oublies de traduire ce quelque chose en quelque chose que les autres peuvent payer. La passion ne te rend pas aveugle à ta valeur, elle te rend aveugle à sa traduction. On parle aussi de ce moment où tu assumes ta différence. Pas pour plaire à tout le monde, mais pour arrêter de te cacher. Être incompris, c'est pas un échec. C'est parfois le signe que t'es exactement où tu dois être. Bruit de bar inclus. Installe-toi, on a appuyé sur enregistrer. J'aimerais rebondir sur le truc de la valeur. Savoir qu'on a de la valeur parce que le truc que l'expérience de Netflix m'a appris, c'est cette sorte de valeur. Parce que la même semaine où j'ai reçu l'offre, on m'avait donné le contact de Guadeloupéen d'ailleurs, qui cherchait un illustrateur pour son livre. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui est en début de parcours et qui franchement ne payait pas, ne se voyait pas mettre. Franchement, il m'avait dit, la somme qu'il m'avait donnée était dérisoire. Et même dérisoire, ça lui faisait chier de... Et vous la laissez quoi? Ouais. Faut être une de l'école. Il voulait 12 illustrations. Donc ça m'aurait pris entre 2 à 4 semaines à faire. Ouais. Et il voulait me payer... Il voulait me payer ce que je gagnais. En gros, en un jour de production pour une grosse boîte de jeux vidéo. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais accepté. Parce que j'avais rien dans les poches. Et j'étais en mode, encore une fois, déprimé. J'étais personne ne répond. Frère, je dis ça, ça Excel, on me répond pas. Donc je suis déprimé, je suis là, j'ai pas de valeur. Quand j'ai reçu l'email de Netflix, j'étais là, j'ai de la valeur. En fait. Et donc littéralement, ceux qui me proposaient, je l'ai gagné en 2 jours à Netflix. Tu vois? Et en fait, cette histoire de valeur, c'est parce qu'il y a des gens qui ne voient pas ta valeur, que tu n'as pas de valeur. Il faut juste trouver la personne, l'entreprise, le client qui va reconnaître ta valeur. Exact. Et souvent, les gens voient ta valeur, mais ils ne veulent pas payer ta valeur. J'ai envie de rebondir là-dessus, là. Parce que tu parles de valeur. Et tu as parlé de valeur monétaire et tu as parlé d'une valeur temps. Est-ce que, question fermée et volontaire, est-ce que tu définis ta valeur comme étant une, comment ça s'appelle, comment on dit, un rapport temps-argent? Non. Ok. Non. C'est ça que je veux savoir. Comment tu définis ta valeur? C'est quoi pour toi? Alors, en tant qu'artiste, en particulier, merci. Le problème que beaucoup d'artistes ont au début, c'est qu'ils se disent, je prends 15 heures pour faire une peinture. Le matériel m'a coûté tant. La peinture, ça m'a pris 15 heures, je veux être payé tant. À mon niveau d'expérience, ça vaut ça. Et c'est bien comme premier calcul. Ouais, c'est un calcul très français en fait. Mais tu fais pas une carrière avec ça. Tu fais pas une carrière avec ça dans le sens où, donc par exemple, tout ce qui est art visuel, ce que les jeunes artistes ne savent pas, c'est que tu vends des droits d'utilisation de ton image. Ok. C'est pour ça que si tu vends à une petite entreprise, elle va payer moins cher pour la même affiche, tu fais une affiche, que si tu vends à Nike. Ok. Parce que Nike va utiliser ton affiche à des milliers. À vita, ouais. Tu vois. Et donc du coup, plus de visibilité. Ils font plus de sous, tu fais plus de sous en fait. Donc, quelle est la valeur en fait? C'est la valeur que ma valeur dépend de ceux qui sont pas payés. Donc il y a 2 choses. Si c'est un truc commercial, ça va dépendre de l'utilisation et de la valeur que eux ils vont en retirer. Donc si le taux de conversion de mon affiche c'est 50%, donc à chaque fois que 2 personnes voient mon affiche, t'as un nouveau client, c'est une dinguerie en fait. On est d'accord. Donc lâche la thune. Donc ta valeur, elle est pas relative à ton expérience, ton expertise, ce que tu sais faire, elle est relative à ce que l'autre va gagner en utilisant ton service. Exactement. Et pour est-ce qu'on peut le redire ça quand même? Mais oui, bien ta sûr. valeur ne dépend pas de ta compétence et du temps que tu passes. Elle dépend de ce que l'autre va retirer en utilisant ton service. Mais bien sûr. Et encore une fois, il y a un autre truc par exemple.
tu es un freelance, tu as, on va dire, 5 ans d'expérience, ou tu es bon dans ce que tu fais. Tu dis, ma journée, c'est 500 €. On te regarde, tu fais, machin, j'ai quelqu'un qui peut faire tout le projet pour 500 €. Tu me dis, ta journée, c'est 500 €. Mais va. Mais va, quand il va, son projet, imaginons c'est un site internet, la personne a raté un truc sur le site internet, le site crash tout le temps. Tu vas revenir me voir après, tu as perdu du temps. Bah oui, Tu du vois? temps et de l'argent. L'argent. Et de l'argent. Parce que t'as pas perdu juste 500 €, t'as perdu 500 € plus le taux de conversion que tu n'as pas obtenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand tu es cher, tu apportes, tu as une expertise. Ce n'est pas cher. Quand tu es au prix, C'est Merci. ça. C'est pas cher. Quand Les gens n'ont pas le budget. Non, voilà, quand tu es au prix, quand tu es au prix, tu évites les problèmes sans qu'ils s'en rendent. Donc ça, c'est pour tout ce qui est commercial. Et pour tout ce qui est plus personnel, par exemple, si tu achètes une peinture à, on va dire, 5 000 €, mais que chaque fois, tous les matins, tu te lèves, tu vois la peinture et ça te met de bonne humeur. Tu commences bien ta journée. Quel prix tu mets sur ça? ça n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de Quel prix. prix tu mets sur ça? Pardon. Et en fait, c'est ça le délire. L'art, ça a aussi ce côté émotionnel. C'est aussi un côté très personnel. Et certaines personnes ne vont pas ne vont pas comprendre pourquoi des gens dépensent autant. Sauf que si chaque fois que je me lève le matin, je vois la peinture et je me dis, OK, la journée, elle est à moi, ça change ma vie, en fait. C'est Tout ça. simplement. C'est pas juste une sorte de motivation, il y a un truc intérieur qui se passe. Il impact en fait, ouais. Tu vois? C'est un truc impact positivement. Mm. Ça influence en fait. C'est ça. C'est un truc que tu partages toi aussi de ton côté, la valeur que tu te donnes. Parce que tu parlais tout à l'heure d'apporter quelque chose aux gens. Je sais que j'ai un truc à apporter. Pour moi, c'est super important. Moi, je suis. Alors, je vais être très honnête. Vous allez peut-être me juger. Jugeons-nous. On est ensemble. À vrai dire, c'est mon ex-conjoint qui m'aidait à faire mes tarifs parce que j'arrivais même pas à fixer des tarifs parce que moi, le plus important, c'était que je voulais toucher la personne. Je voulais toucher son cœur. Moi, je parle surtout de naître après de lourdes épreuves. J'ai toujours été dans ce truc et tout. Et en fait, tu sais, à un moment, quand il y avait le chômage et tout, je me disais, je veux gagner des sous. Je veux gagner des sous. Et du coup, j'avais envie d'utiliser mes dons et mes talents pour les mauvaises raisons. Je ne dis pas que c'est pas important, mais avant de penser à l'argent, j'aurais dû dire de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce que moi je peux leur apporter. Parce que c'est surtout ça la priorité. Maintenant, il y a plein de personnes qui demandent des sous, mais les gens vont payer, après ils ressortent frustrés parce que le travail a été mal fait, parce qu'il y a eu un truc qui n'est pas passé, ils n'ont pas ressenti de chaleur humaine, ils n'ont pas... Et pourtant, c'est super important. On est content quand les gens nous paient, mais il faut aussi que la personne soit contente de recevoir ce pourquoi elle a payé, en fait. Et moi, au début, je pensais... Moi, j'étais en mode, j'ai des factures à payer, j'ai besoin de... Mais le mindset a changé aussi. OK. Et sauf qu'après, le mindset a trop changé. Je voulais tout faire gratuitement. Et là, c'est pas. C'est un peu équilibré. Voilà. C'est pas un peu le piège, en fait, quand tu prends conscience de la valeur que tu apportes aux gens et que pour toi, ça devient c'est comme une deuxième nature. C'est tellement facile pour toi d'apporter ce truc-là que tu en oublies de le convertir en tarif, donc quelque chose d'ancré finalement, de factuel, de palpable. Parce que tu parles d'émotionnel, c'est un truc qui n'a pas de valeur, qui est totalement impalpable. Pareil pour toi. Et vous le faites avec tellement de passion, tellement de plaisir que, ah ouais, mais au fait, combien ça coûte? C'est ça. En tout cas, on l'a perdu. Non, mais j'y pense, tu vois, c'est genre combien ça coûte. Non, mais tout ça, bien question. Non, mais en fait, je pense à ce que tu dis dans le sens où tu as des gens, tu veux juste leur donner le truc. Et tu as des gens, tu dois juste leur donner le truc. Ouais. Je me souviens, encore une histoire d'imposteur. J'ai exposé à Los Angeles en 2022 dans un truc qui s'appelle la Lightbox Expo. Et c'est une expo qui met en lumière les artistes qui bossent dans le jeu vidéo, l'animation et le film. Okay. Tu as des artistes qui ont bossé sur Black Panther, tu as des artistes qui ont bossé sur... Ouais, c'est vraiment un gros truc, tu vois. D'accord. Tu as quelqu'un? Non, et du coup, j'ai postulé, tu vois, mais dans ma tête. Ouais. Ah ben, et un jour, je sors de la boxe
et je vois le mail de confirmation. Le monsieur m'a tapé trop fort. J'ai pris 3 coups de poing. J'ai lu le truc 5 fois. J'étais et je n'étais pas du tout prêt pour l'expo. Je n'avais rien préparé pour moi. Et donc, les 5 prochains mois, j'ai charbonné et tout. Et en fait, il y a un moment où il y a un gars qui vient, c'est un noir, parce que du coup, mon art s'oriente vers tout ce qui est culture afro-caribéenne, en particulier la fantaisie. D'accord. Et il arrive, il regarde mes trucs, machin, et il n'a pas de monnaie sur lui. Et tu vois, il me dit, mais tes petits stickers. Je fais un truc où un livre pour enfants, faut de fils, que ma mère écrit, et moi je fais des dessins. Et c'est genre 2 petits cousins qui découvrent la Guadeloupe pendant les vacances. Ok. Voilà. Tu suis cette histoire-là, tu vois. Et donc, j'ai dit des petits stickers et tout. Il me dit, ah ouais, j'aimerais bien les petits stickers pour ma fille et tout, machin. Donc, je lui donne. Ouais. Tu vois, il m'a dit, il n'avait pas de monnaie. Et moi, la carte, là, c'est pas vrai. Je lui dis, frangin, tiens, tu vois, tiens les stickers. Mais en fait, quand tu dis, tu as envie de leur donner. C'est ça. Et en fait, le gars, c'est un storyboarder pour. Donc, les storyboards, c'est les gens qui font les. Avant de filmer des trucs, tu le fais en dessin en fait pour voir quel plan tu vas faire à la caméra. Ok. En fait, il avait fait des plans. Ok. Il avait fait ça pour un jeu bien hypé. Il avait un original, il me l'a donné, tu vois. Et j'étais là. Et encore une fois, quelle valeur monétaire le truc a. Le truc est dans mon truc là. Mais il est là. Et me dit, tu montres combien aussi. Tu vois. Dinguerie. Et c'est parce que j'y ai été avec de la gentillesse, tu vois, j'étais là, frère, mon sticker, c'est $1, tiens, prends le truc, tu vois, parce que ça allait faire plaisir à sa fille, tu vois. Et des fois, t'as juste envie de donner le truc. Et je pense que des fois, il faut juste donner. Juste donner le truc. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ça. Et tu vas le recevoir, peut-être pas de la même personne, C'est ça. mais tu vas le recevoir. Soit différemment. C'est tellement vrai. Parce que quelqu'un va parler de toi, parce qu'on va se rappeler, parce que tu auras marqué une empreinte. C'est tellement vrai. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a toujours ce truc, Ouais, faut être équilibré. il faut payer. Faut payer les factures, hein, c'est ça. Faut pas faire comme toi, c'est-à-dire. Ah non, mais je t'ai dit, moi, à un moment, c'était fou. Faut le gratuit, quoi. Donc, le dos au mieux, t'avais déjà vu que t'avais de la valeur. Donc, tu te dis, maintenant que c'est de la valeur, c'est pas grave. Faut gratuit. C'est-à-dire que, on va dire que je prends la peine des gens assez rapidement. Je suis hyper sensible. Et en fait, je partais du principe que, mais eux aussi, ils ont des difficultés. Tu vois, en fait, c'était, quand je faisais gratuit aussi, c'était des personnes aussi, des fois que je connaissais, souvent même. Je me disais, je connais leur situation et tout ça. Et tout. Mais, alors, chasser le naturel, il revient au galop. Excusez-moi, hein. Mais là, il y a une question, Crash, qui me revient. Est-ce que finalement, tu connaissais vraiment ta valeur? Parce que... Non, mais à cette période-là, non. Ok, à cette période-là, non. C'est-à-dire que je connaissais ma valeur, oui et non. C'est-à-dire que les entreprises me disaient non quand je postulais. Mais moi, je savais que j'avais un truc à apporter. Donc, il dit que si eux, ils me disent non, moi, je peux me dire oui. Je suis face à la réalité. Mais est-ce que je connaissais ma valeur? Il te dit, je pense qu'il y a peut-être une année et encore peut-être quelques mois que j'ai pris conscience et c'est parce que j'ai pris les épreuves au Canada n'ont pas été faciles. C'est surtout ça. Ça m'a fait travailler sur beaucoup de choses. Donc, du coup, oui, ça a pris des années. Mais c'est un peu ça, quoi. Ok. Et les entreprises te disaient non. Donc, finalement, là où tu pouvais aller chercher de l'argent, les gens reconnaissaient, mais c'était en gratuit. Comment tu gères? Comment tu as géré? Ah, mais j'ai pas géré. C'est ton ex-mari qui fait. Ah oui, après, ouais, il est gentil comme moi-même, mais à un moment, il m'a dit... T'es bien gentil, mais c'est bon. Tu sais que... Non, mais il a pas dit ça, non, là, mais il a dit, tu sais que tu peux être payé pour ça. Et moi, j'étais en mode, mais il me disait, tu sais que tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Et moi, je disais, mais tout le monde peut faire ça, c'est honnête, en vrai. Ça va, tout le monde peut faire ça. Vous savez que c'est une dinguerie, parce que moi, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu un calcul qui était assez rapide dans ma tête. 2018, je commence à subir l'épuisement pro. Je cherche un accompagnement, je trouve pas. J'ai pensé à partir au Canada aussi à cette période-là. T'as vu? J'entends des mails du Canada qui me disent, vous voulez pas venir? T'as vu? Ça me revient maintenant. Non, on n'a rien dit. On est juste là pour te orienter si tu veux. On va couper cette partie. Que tu pas en plus pas dire voilà. Non, mais c'est moi, à 25 ans, ils peuvent plus rien dire. Tu as 27 ans. Tu vas couper cette partie là? Non. Normalement, il n'y a pas de mensonge, normalement. Hein.
Non, mais je sais pas, à ma tête, à la caméra, j'ai 25 ans, non? Non. Ça passe. Franchement, Voilà. Voilà. c'est pas comme moi, t'as pas les cheveux blancs, machin. Voilà. Je viens de mentir. Je commençais à chercher 2019. Il y a une copine qui me parle d'une entrepreneur qui accompagne les gens qui cherchent, qui sont en réorientation pro. 2020, Covid arrive sur nous, donc c'est déplacé. Mais peu importe, j'ouvre ma boîte, je fais une certification, j'ouvre ma boîte en 2021 pour des raisons strictement administratives françaises. Je voulais pouvoir cumuler entrepreneuriat et futur chômage stratégique. Voilà. Et je fais un calcul qui est assez simple. Je me dis, je me lance dans l'entrepreneuriat par obligation. Parce que tous les matins, je me lève, je pleure pour aller au travail. À un moment, c'est pas normal, pour ça, des vraies questions. Je demande à la boîte où je suis d'utiliser les compétences que j'ai nouvellement acquises dans une formation. Ils me disent non, no way, c'est pas possible. On sera en conflit. Et j'ai dit, ok, si vous voulez pas de moi avec mes nouvelles compétences, vous voulez pas de moi ou je veux pas de vous tel que vous travaillez maintenant, séparons-nous. Ça va pas aller. J'entends dans les bouts de couloir. Non, mais là, c'est elle veut partir. Elle a qu'à faire une rupture conventionnelle. Elle a qu'à démissionner. Elle n'aura pas sa rupture conventionnelle dans la fonction publique. J'ai dit, là, tu vois le sourire du petit diable qui s'ouvre là? C'est moi. Procédurière à mort, la fille. C'est pas genre que t'as ma rupture conventionnelle. Ah, bien. Je l'ai pas eu. Bien. Non. Je voulais faire la même chose. En vrai, j'ai menacé un peu. J'ai dit, mais c'est comme vous voulez, en fait. Soit on se sépare sérieusement comme des adultes et on trouve un compromis sur la durée, le moment où je me sépare, le point de recouvrement. Soit je mets arrêt sur arrêt parce qu'en vrai, je suis épuisée, que le médecin me l'a déjà vu et que c'est moi. Mais j'étais pas loin. J'étais pas loin. Et là, la RH, elle a dit, ok, on va pas jouer, au revoir. Et donc, je disais, j'ai fait un calcul qui est très simple. La boîte me proposait de me mettre à 70% pour monter mon entreprise. J'avais regardé un peu ce qui se faisait autour de moi. Je sais que les débuts, tu as besoin de 100% de ton énergie, de ton temps pour poser. Enregistre toujours, tu as relancé. Ouais. Tu as besoin de 100% de ton temps pour poser les choses, Ouais. pour comprendre ce que tu es en train de faire, pour identifier ta valeur, mine de rien, savoir quel discours tu vas apporter aux gens. Parce que oui, je me suis lancée dans le coaching. Coaching plein boom pendant le Covid. Il y a des coachs qui sont de partout. Coach. J'ai fait un appui. Coach. Moi aussi. Elle le dit, alors je te dis la vérité. Moi aussi. J'en ai plein et on paye pour le là-dessus, c'est pas le sujet. Mais on y reviendra une prochaine fois. Qu'est-ce qui fait que tu seras plus pris au sérieux que quelqu'un d'autre? En plus, moi j'avais entendu tu vas accompagner les managers, t'as jamais été manager. Ouais, mais moi je suis pas consultante justement, je suis coach. Et donc j'ai eu ces petites voix-là et quand j'ai vu toutes ces difficultés se mettre devant moi, toutes ces petites barrières là de pour qui tu te prends, j'ai dit ça va pas le faire. Je vais préférer avoir 100% de mon temps. Je fais le pari j'ai 2 ans devant moi en chômage. Je préfère mettre 100% de mon temps, toucher 70% de mon salaire, plutôt qu'avoir 30% de mon temps pour chercher à mettre 100% d'énergie en gaspillant 70% d'énergie dans un truc qui me rend malade. Et un peu comme vous, finalement, c'était mon dos au mur, quoi. C'était soit le burn-out qui m'attrapait, soit entrepreneuriat par défaut. Et ce truc d'aller chercher so what? Je veux quoi? Et comment est-ce que je montre que j'ai de la valeur sans avoir à courir derrière une légitimité, un truc où tu prouves que... Et c'est ça qui te rend quelque part moins légitime que ce que tu n'es vraiment. Je sais pas si ça vous parle. On a perdu. Non, je réfléchis à cette histoire de légitimité parce que moi, ça va loin. Parce qu'au final, c'est de la peur. Tu vois? Mais moi, la peur, chez moi, s'exprime différemment. Parce que pour moi, la peur met toujours un masque. Ouais. Parce qu'à partir du moment où je me dis j'ai peur, je me dis, mais c'est bon, j'ai juste à être courageux. Mais, tu vois? Mais c'est pas ce que je me dis.
Je me dis, ça va intéresser personne. Ouais. Je me dis, tu vois, c'est pas le moment. Je commence un projet qui m'intéresse pas vraiment parce que j'ai besoin d'avoir de nouvelles techniques avant de commencer le projet qui m'intéresse vraiment. Ça, c'est ma spécialité. Ça, c'est ma spécialité. Et il y a un moment où tu te dis, non, en fait, tu vois. Et pour le coup, cette histoire de légitimité, et du coup, on revient sur cette histoire d'être noir, d'être artiste et tout. Je me souviens, c'est une anecdote que je raconte tout le temps. Quand j'étais au lycée, d'ailleurs, je dessinais énormément de personnages de manga. Comme les personnages de manga sont asiatiques, les personnages de manga par défaut étaient asiatiques ou blancs parce que c'est ce que je voyais dans les séries, dans les comics, les Superman, tout ça. Et à un moment, la matière me demande, mais pourquoi tu dessines pas de personnages noirs? Sachant que j'habite en Guadeloupe, hein, donc... C'est quoi ton problème, en fait? Partout. Faut pas dire que tu n'en vois pas. J'en vois. Tu vois ce que je veux dire? Et je me souviens de ma frustration. J'étais frustré et je me souviens avoir pensé, mais ça va intéresser personne. Et ce truc-là, c'est resté pendant un bon moment, jusqu'en études supérieures. Et comme en études supérieures, j'ai vécu énormément de racisme. Mais comme j'ai la tête dure, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vis du racisme, c'est genre soit tu la fermes, ou soit tu commences doucement à... dire. Et genre, doucement, j'ai commencé à, tu vois, dire, non, les gars, je suis un négro. Je suis un négro, j'affirme. Tu vois, et maintenant, maintenant qu'on va les couilles, je le dis clairement, mais ça a commencé doucement, tu vois, petit projet sur les clichés, commencer à dessiner de plus en plus de personnes noires, machin. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je fais, alors, pour revenir sur l'entrepreneuriat, j'aimerais bien faire une entreprise qui... je fais des produits basés sur la culture afro-caribéenne, des produits culturels basés sur la culture afro-caribéenne. Pourquoi? Sur le afro-caribéen. Et parce que c'est une culture. Alors, il y a plusieurs trucs. À un niveau personnel et presque à un niveau spirituel, pour moi, c'est un moyen de revenir à ma source. Parce qu'en fait, on nous a coupé de notre source, que ce soit africaine ou caribéenne. C'est pas ce qu'on nous apprend, tu vois. Et ce qu'on nous apprend, c'est la propagande, clairement. Par exemple, on nous apprend que l'Afrique n'a pas d'architecture. C'est faux. Tu vois. Mais on ne nous parle pas des murs du Bénin, qui est 4 fois plus grand que la muraille de Chine. Bon. Par exemple. Donc, comme ça, on passe à... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, et plus je me plonge énormément dans la vie coloniale, parce que au niveau des designs, j'aime bien, je trouve ça beau. Et au niveau de la spiritualité aussi, par exemple, on nous parle tout le temps du grec. On voit, il y a énormément de jeux vidéo du grec, il y a énormément de jeux vidéo sur les Vikings maintenant, parce qu'à un moment, ça a pété. Mais on ne te parle pas des orishas, on ne te parle pas de Ogun, on ne te parle pas de Oshun, tu vois. Design magnifique aussi. Et toi, en tant qu'artiste, moi, ça m'attire. Mais même à un niveau social, ça a une portée, en fait. Donc, tu es en train de nous expliquer là tout de suite que ton art vient finalement apporter aussi une forme de réparation de toute notre histoire coloniale. C'est participer à une forme de réparation, participer à une sorte de réparation et de conscientisation des esprits et de finalement de réappropriation identitaire. Alors oui, parce que pour moi, et c'est le but je ne sais pas trop comment le définir, tu vois, en fait pour moi, donc l'idée du studio, première fois que je le dis à la radio, c'est enregistré. Donc l'idée c'était de l'appeler Catalyst Creation. Et un catalyste, c'est le nom du catalyseur en anglais. Et un catalyseur, c'est un accélérateur. Voilà. C'est un accélérateur. C'est un élément chimique qui accélère une réaction chimique. Et donc pour moi, toutes ces histoires de réparation, de reconnecter avec sa culture, en tant qu'afro-descendant, on va y arriver. J'aimerais juste qu'on y arrive plus vite. Un petit peu plus vite. Tu vois, j'ai pas le temps à faire. C'est pas un peu la définition de l'entrepreneur? Quelqu'un qui va aller plus vite à un endroit. C'est vrai. Tu as utilisé le mot catalyseur
moi, je me définis comme étant une catalysatrice de prise de conscience. Ok. Voilà. Et du coup, en fait, on a des cultures magnifiques, mais on s'en rend pas compte. Et partir pour les études, revenir en Guadeloupe, pour moi, ça a été, c'est ce qui m'a ouvert les yeux, que je reviens en Guadeloupe et que je me suis dit, mais attends, on est D'accord. J'ai voyagé en Italie, j'ai voyagé à Londres, j'ai voyagé au Danemark. J'étais pas encore allé au Canada, j'ai voyagé à Los Angeles, je reviens en Guadeloupe, je nous reviens. Ça veut dire que j'étais pas encore allé au Canada, ça veut dire, bon, j'ai fait tout ça, mais le Canada. Non, c'est parce que je peux pas dire, j'ai pris conscience avant d'aller au Canada, tu vois. Ok. Et ces gens, non, on est bien. Tu vois ce que je veux dire? Et je dirais même qu'on est très bien, parce que tout ce qu'on le fait, on le fait pas. On le fait en dépit de tous les obstacles qu'on a à surmonter. On n'a pas d'eau, frère. On n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les cultures sont pleines de chlordécone. Et on est là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, du coup, et en fait, toutes ces histoires, quand tu montres à un enfant, la représentation, ça pète. Parce que ça te donne confiance en toi. Tu vois? Là, ça compte parce que tu te vois. Voilà. Bon. Je suis d'accord. C'est comment tu reconnectes à ton identité. Comment est-ce que tu donnes de la valeur à qui tu es? Mais ouais. Mais même là, je suis revenu en novembre. J'arrive en Guadeloupe. J'aurai les gens. Je me dis, mais attends. Les gens sont beaux comme ça. Les gens sont beaux. Les gens sont beaux. Les gens sont stylés comme tu comprends pas. Les gens sont beaux ici, frère. Oui. C'est quoi ça? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Non, mais vraiment. Hein, non. Vraiment. Après, je suis chauvin. Voilà. Mais... J'ai eu... Et là, si quelqu'un te disait, mais pourquoi tu te sens en paix au Canada et pas ici? Du coup. Ici, je me sens pas en paix parce que comme c'est la maison, comme c'est, je vois plus tous les problèmes à régler, et j'arrive pas à profiter. En fait, c'est vraiment ça. Au Canada, j'ai moins ce besoin de régler. Il y a des problèmes, hein. Ok. Mais tu vois. Mais comme c'est pas les tiens, c'est pas vraiment les tiens. Mon visa, peut-être 2 ans, frère, c'est pas mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, c'est la terre, c'est la maison connectée. Ça touche plus machin. C'est vraiment. Émotionnellement, il manque la distance. J'arrive pas à faire la distance. C'est ça. C'est ça. Ok. Il y a quand même un truc qui me perturbe parce que depuis tout à l'heure, tu dis entrepreneur, c'est toi qui l'as dit. Bon, tu te définis pas comme un entrepreneur. Artiste indépendant. Tu te définis comme entrepreneur? Je me définis comme un artiste aussi. Ok. Si on enlève le mot entrepreneur, à quel moment vous avez conscientisé ou accepté ou décidé, je sais pas quel est le mot qui va bien, que ce que vous faisiez c'était sérieux? C'était pas pour... Il y a que quelques mois. J'avais encore du mal. Même quand on me disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'arrivais même pas à répondre à cette question alors que la micro-entreprise est ouverte et j'arrivais pas. Donc je disais, je suis là, je cherche du travail, des fois je suis là, écoute, je suis là, voilà, tu vois, j'arrivais pas à mettre un mot sur ce que je fais parce que pour moi, je ne faisais rien. Et là encore, c'était, tu sais, les pensées, les petites voix, tu vois, tu te dis, ouais, mais finalement, mais si c'était vraiment bien ce que je faisais, il y aurait eu plus de clients. Alors que, tu sais, des fois, tu peux avoir 100 clients et n'impacter aucun, et des fois, tu peux en avoir 10 et impacter les 10. Parce que le but, c'est encore l'impact, en fait. Je ne nous souhaite pas qu'on reste à 10, mais voilà. Il y a que quelques mois, tu t'es dit, ok, mais en fait, c'est pour de vrai. Ça a changé quoi chez toi? Non, il n'y a que quelques mois, vraiment. Ça a changé quoi chez toi? Ça a changé quoi dans ton... Je prends les choses plus à cœur et plus au sérieux parce qu'en fait, avant, je commençais, je terminais pas. J'avais pas de constance. Je procrastinais, mais j'étais version pro max en procrastination. Et en fait, là, non. Ça veut dire que je suis capable de dire non, je travaille.
Si quelqu'un m'appelle, non, mais c'était pas. Moi, j'ai un planning, je termine à telle heure, je travaille. pas. Voilà, voilà. Et je bosse dessus. Et des fois, ben, les résultats sont pas encore là, mais je me dis, il faut quand même que je le fasse, il faut quand même que ça soit posté, il faut quand même. Voilà. Donc, c'est reconnaître que quand tu es en train de dessiner, c'est du travail. Oui. Reconnaître que quand tu es en train de chercher des gens, c'est du travail. Totalement. Reconnaître que quand tu es en train de poster, c'est du travail. Reconnaître que quand tu es en train de marcher dans la rue et que tu discutes avec quelqu'un, C'est du travail. ça, c'est un truc qu'on a un peu du mal à faire quand on sort du salariat quelque part parce qu'on se rend pas compte. Une entreprise a combien de services pour faire et la commerciale, et les RH, et la prospection, et et la prod. Quand tu es recruté que sur un axe. C'est ça. Or, quand tu passes indépendant, je vais switcher le mot, hein. Quand tu deviens indépendant, tu es tout ça en un. C'est ça. Quand tu démarres. C'est ça. Voilà. Pour ma réponse. Pour moi, j'ai eu deux déclics. Le premier, c'était à l'Expo en 2022 à Los Angeles, où j'avais mes productions personnelles. Donc, c'était que mes trucs qui sont dans ma tête. Et en fait, je me disais, je suis un petit artiste, personne ne me connaît. Faut que j'ai un truc pour attirer l'œil des gens. Ok. Donc, j'ai fait des fan art. Les fan art, c'est quand tu fais des dessins de propriété intellectuelle qui existent déjà. Donc, par exemple, tu vas faire des dessins de Dragon Ball Z, les gens qui aiment Dragon Ball Z, vont voir Dragon Ball Z dans ton style, Ok. vont dire, ok, j'aime bien. Et donc, il y a un jeu auquel je jouais qui s'appelle Genshin Impact. Donc, j'avais fait des petits stickers pour attirer les gens parce que c'était super populaire pour moi. J'ai vendu 2 stickers de Genshin Impact, tout le reste, c'était mon travail perso. Ok. Et donc, mon travail perso, encore une fois, en fantaisie, les noirs. Et il y a tous les noirs qui sont venus à mon stand, et pas que, justement, les gens de toutes les communautés m'ont dit, ça c'est bien, ça c'est original, ça. Ah. Parce que tu t'es démarqué. Mais oui. T'as assumé le truc, en fait. J'ai poussé le truc à fond. J'ai poussé le truc à fond. Et Ouais. Vous voulez commander à manger? non. Pas tout de suite. Pour l'instant, oui. Mais on va recommander tout à l'heure. Et T'as du poussé coup, le plafond. ouais, c'est vraiment le truc qui m'a dit, ah ouais, donc les petites histoires là que je raconte à moi-même. Et du coup, d'un grille. Ah! Donc il y a une artiste que je suis depuis un moment, qui s'appelle Carla Ortiz. C'est elle qui a fait le costume de Dr. Strange, elle a bossé sur Black Panther, je l'avais interviewée quand j'étais. Je passe mon temps à aller rencontrer des artistes du partout dans le monde. Je l'avais interviewée quand j'étais à Copenhague. Donc elle suit mon travail depuis longtemps. Et moi, c'est une de mes artistes préférées. Elle est arrivée sur mon stand, elle regarde, elle me dit, ah, t'as bien progressé, hein. J'étais là. C'est bien. Et il y en a un autre qui s'appelle Philippe Boutet Junior. Et c'est un artiste, il a co-créé. Tu vois le gars qui joue Hawkman dans... il a fait un film avec Zora. Il s'appelle Addis Hodge, c'est un artiste. Ok. Ils ont créé un studio de concept art, donc c'est les gens qui font les dessins préparatoires pour les films. Il a créé avec Philippe Boutet et un autre artiste. Et justement, leur but, c'est de permettre aux jeunes noirs américains d'intégrer l'industrie. Ok. D'avoir un pipeline pour intégrer l'industrie. Donc, pour projet service. Philippe Boutet passe à mon stand, un de mes dessins, un dessin du livre pour enfants, et il me l'achète. T'as ton cœur qui bat bout de moi à ce moment-là? Du coup, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et là, il m'achète le truc. Et j'étais là. En fait, les productions ont bien mieux fonctionné que les fanarts que j'ai fait. Et le deuxième truc, c'est Au Secours. Au Secours, c'est un jeu pour parler de la crise de l'Angoulou, disponible sur Android. Téléchargez-le. Le jeu sort bientôt, là on est en alpha, donc le jeu est pas stable, on règle les bugs et tout, et tout. Je suis directeur artiste sur le projet. Stylé. J'ai vu un aperçu. Et la copine l'a téléchargé. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et du coup, on bosse sur ça depuis 3 ans maintenant. Et en vrai, ça fait une entrepreneur, parce qu'on est indépendant. Ça y est. Et en fait, on a fait une game jam. Donc, les game jam, c'est un truc où tu fais des jeux en 2 jours.
Il a déjà super bien fonctionné. Donc, l'initiateur du projet, c'est le Moicast. Et le développeur, c'est un gars qui s'appelle RM. Ils avaient commencé le projet sans moi. Ils cherchaient un artiste qui fait du pixel art. Du coup, quand il a dit ça, j'ai fait pixel art, travaillé sur la Guadeloupe, j'arrive. J'arrive, mais voilà. On parlait à moi directement, en fait. Je suis légitime pour ça. Ah, là, je me sens légitime. Salé. Game Jam aussi, parce que j'en ai fait énormément en études. Ok. J'ai une photo sur mon Instagram. J'étais tellement accro au Game Jam, j'étais allé chez un gars, on avait fait ça chez lui dans un petit appartement à Nation. Il ne savait pas assez de table, donc j'ai passé le week-end à bosser sur une table à repasser. J'ai la photo sur Instagram où j'ai bossé sur... On la mettra hein, sur le... J'ai bossé sur une table. Je suis très passionné. Et donc, du coup, j'ai bossé le week-end sur une table à repasser. Bref, donc j'étais hypé. Et en fait, dès le prototype du jeu, il y a des journaux qui ont commencé à parler, machin. Donc, on s'est dit, bon, bah, faire une campagne de financement. On a fait une campagne de financement. On a récolté 13 500 €. C'est très bien. Ce n'est pas du tout assez pour faire un jeu vidéo. Hein? Donc, il manque combien en vrai? En vrai, pour faire le jeu qu'on voulait, on avait calculé entre 50 et 60 000. Ok. Parce qu'avec notre niveau d'expérience, ce qu'il nous fallait en termes de logiciel et tout, et on s'est clairement foiré sur la... J'ai déconné, c'est de ma faute. J'ai déconné, c'est de ma faute parce qu'encore une fois, les gens nous ont donné la force. On a prévu trop de goodies. On avait des paliers. Ok. On a donné des stickers, des cartes, des t-shirts, des trucs comme ça. C'est pas un peu ce dont tu es en train de parler là, c'est pas un peu le piège de l'entrepreneur justement? Oui, oui. Aller chercher à oublier de montrer la valeur de ce que ça amène pour dire mais si donne-moi la légitimité, je vais t'offrir des trucs gratuits. En fait, je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça. Comme je suis artiste, chaque goodies devait être nickel. Machin. Les gars m'ont dit pour le t-shirt, on met juste le logo du jeu. J'ai fait non. J'ai fait une illustration avec les 4 personnages. Donc, ça fait 2 semaines. 2 semaines que tu mets pas sur le jeu. Ouais, c'est donc, ça. Décision. Ok. Un peu c'est pour ça que le projet est en retard. Je ne suis pas producteur, je ne suis pas chef de projet, je suis artiste. Mais du coup, j'apprends aussi le métier de chef de projet. Tu vois. Et là, je me suis dit, bon, il y a des décisions qu'on a prises qui n'étaient pas les meilleures. Après, on est assez ouvert sur ça. Et les gens sont assez patients avec nous. Ils sont, faites le jeu, on est content. Donc, il n'y a personne qui nous a dit, quand les gens nous disent, le jeu est où? On leur dit, le jeu est là. Et c'est bon. On nous dit pas, ça prend trop de temps et tout. Donc, les gens sont vachement sympas et c'est cool. Mais ça, c'est l'autre truc qui m'a fait me dire que, il y a une demande. Il faut satisfaire la demande. Et la personne, en étant le plus capitaliste possible, je ne sais pas si tu es capitaliste, la personne qui va satisfaire la demande va faire des sous. Et moi, j'ai vraiment envie de satisfaire cette demande-là de manière authentique parce que notre peuple mérite de l'authenticité. Mais oui. Et finalement, tu es en train d'expliquer là que tu as eu plusieurs phases de légitimisation. Exactement. Et que c'est un truc presque cyclique c'est dans le travail. À un moment, tu es là, machin, et il se passe un truc, tu dis, ok. Après, tu redescends, et tu mets pas ton Mais finalement, c'est comme les paliers du jeu vidéo. J'avais cette discussion avec mon frère il n'y a pas si longtemps. Je disais, mais en fait, la vie, c'est un grand jeu vidéo. Tu es là, tu fais une quête, t'avances, t'as des compétences. Tu t'es planté 15 fois, ton personnage est mort 15 fois. Après, tu passes, tu te dis, mais c'était ça qu'il fallait faire, bout de zoom. En fait, t'as une nouvelle compréhension. T'arrives au boss final, tu te dis, c'est bon, le boss, il est fait. Et puis, tu repasses le palier. Enfin, tu arrives à un palier supérieur. Et il faut tout recommencer. Même chose. En fait, c'est pas tout recommencer. Parce que t'as des trucs que t'as intégrés avant. T'as l'expérience d'avant, mais... Et du coup, maintenant, je ne me pose plus la question de la légitimité. Parce que tu sais qu'elle se construit... Qui est différent, tu vois, au final. Comment tu réagis à ça, toi, Hello? Tu réagis pas. That's me. Mais par contre, ce que je retiens, c'est que c'est important de se démarquer. Parce qu'en fait, il a parlé, mais déjà, moi, je prends en compte ce qui est fait. Alors, je ne sais pas comment on dit, pixel art. Oui, pixel art, c'est ça. Il aurait pu se dire, ouais, mais là, c'est pas moderne. Enfin, moi, j'ai envie de faire comme les autres. Et en fait, il a gardé son idée. Et c'est parce qu'il a gardé son idée, déjà, les persos noirs, pixel art, c'est ce qui fait que on le voit, en fait. Et je trouve que c'est super important, en fait. En fait, des fois, on se complexe nous-mêmes et on se complique la vie. Et on
parfois, en fait, c'est pas souvent, on se compare. Et on se dit, ouais, mais la personne, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Je suis pas à son niveau. C'est ça. Sauf que la personne, elle fait ça parce qu'elle doit le faire ou pas. Mais nous, Ouais. nous, on doit faire aussi ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a sur le corps, en fait. Et c'est accepter finalement de ne pas plaire à tout le monde. C'est accepter d'être incompris aussi. Parce que les gens n'ont pas la vision que nous, on a sur le cœur. Il y a souvent des gens qui vont te dire, mais c'est has-been ce que tu fais. Moi, tu fais ça, c'est naze en vrai. Mais si toi, tu sais que tu as la vision, tu le fais. On est d'accord. Ouais. Il y a une phrase qui m'avait marquée. Les citations, j'ai un jugement sur les citations parce qu'elles sont prises hors contexte. Tu regardes pas ton contexte, tu dis ce que tu veux avec dedans. Max. Mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. C'est tellement vrai. Tellement, tellement. Pour rebondir sur ce que tu dis, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et le Jimmy Cricket là, qui te dit est-ce que tu es légitime, est-ce que tu n'es pas légitime, mais non, tu devrais pas, c'est pas comme ça, parce que regarde les autres, comment ils font, machin. Hein. En fait, il te protège de te planter et encore, mais il te protège surtout d'être toi. C'est ça. Parce on pense souvent à ce qui pourrait mal fonctionner, mais on pense jamais à et si ça marche en fait. Pourquoi rester que sur la peur finalement? Moi, j'ai une théorie là-dessus. Il est tellement plus confortable, enfin, c'est pas la mienne d'ailleurs, hein, mais il est tellement plus confortable de rester là où tu connais. C'est vrai. C'est rassurant. Ton cerveau est fait pour te protéger. C'est ça, pour te garder en Ton cerveau va littéralement te laisser dans une situation qui n'est pas optimale parce qu'il la connaît, que risquer l'inconfort de la nouveauté. de la nouveauté. C'est ça. Alors que la nouveauté, ça peut être mieux. Mais la nouveauté, c'est pas gratuit, hein. Non. Ça m'a coûté quoi d'ailleurs? Tiens, j'adore. La nouveauté, c'est pas gratuit. Ça t'a coûté quoi de Parler de dépasser? ce que tu vaux, de comment tu le trouves, comment tu le nommes, comment tu arrêtes de l'offrir à ceux qui veulent pas le payer. Mais il y a une question qu'on n'a pas encore posée. Quand tu choisis enfin de réussir, qu'est-ce que tu perds? On en parle dans l'épisode 3. En attendant, abonne-toi, retrouve-moi sur 1000 Color Coaching sur Instagram et puis surtout dis-nous en commentaire ce que tu as préféré de cet épisode. Et tous les trois.